Quelle est votre question, monsieur? Donc, il y a beaucoup de scénarios possibles. Non, un. Il y a beaucoup d'intervenants. Bon, si j'en prends une liste succincte, il y a le trinôme, Niel, Pigasse. C'est dans le journal, donc oui. Ne lisez pas l'article, je crois que les lecteurs peuvent le relire tout. Donc le trio, Oui, Niel, mais Pigasse. c'est quoi votre question? Il y a Monsieur Tresinki, dont il est question aussi. Il y a les Galeries Lafayette. Il y a Carrefour. Enfin, donc il y a beaucoup d'intervenants qui font des propositions. Et donc, parmi tous les scénarios possibles, quel est le scénario probable? Qu'est-ce que vous pensez de tous ces scénarios? Alors, malheureusement, est-ce que parmi ces scénarios, il y a votre préférence ou votre étude vous conduit à préférer un scénario plutôt qu'un autre? Et est-ce que vous pouvez nous donner quel serait ce meilleur scénario pour nous? Voilà, merci. Alors, le meilleur scénario pour vous, qui êtes actionnaire de la Société Casino, et donc pour nous, qui sommes actionnaires de la Société Casino, c'est quoi? D'abord, c'est que de la négociation avec les créanciers arrive une phase réaliste, c'est-à-dire que les créanciers qui ont gagné beaucoup d'argent sur la dette Casino, je me permets de vous rappeler qu'au cours des 4 dernières années et demie, plus de 3 milliards d'euros ont été payés en frais financiers et frais divers par la Société Casino auprès de ses créanciers. Plus de 3 milliards d'euros. Beaucoup d'argent quand même. Que les taux d'intérêt payés par M. Naouri sont largement supérieurs aux taux d'intérêt payés pour les mêmes montants par le groupe Carrefour. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez significatif. Donc, il faut deuxième chose, savoir que les gens qui sont aujourd'hui porteurs des créances sur Casino ne sont pas les gens qui ont prêté de l'argent à Casino, ils ont acheté les créances sur le marché secondaire avec une décote considérable. Selon les informations que j'ai publiées, je dirais que les porteurs ont aujourd'hui un prix de revient inférieur de 2 milliards d'euros au nominal qui est le leur. C'est-à-dire qu'ils ont un nominal de 3,6 milliards d'euros et ils ont acheté pour grosso modo un peu moins de 1,6 milliard d'euros les différentes obligations au titre de créance sur Casino. Parce qu'ils ont acheté avec décote sur le marché secondaire. Donc, est-ce qu'ils vont rendre leur plus-value potentielle, je dirais au titre que s'il vaut mieux avoir un en poche que deux, tu l'auras? Je dirais que est-ce que Bercy va faire pression sur leur figure pour leur dire t'as intérêt donc à cracher un petit peu donc et à abandonner sans contrepartie une partie? Est-ce qu'ils exigeront des contreparties qui peuvent être des bons de souscription d'actions, qui peuvent être des conversions pour partie en actions nouvelles Casino, etc. On ne le sait pas. Le groupe Casino veut être avancé, je dis bien avancé, c'est-à-dire donc avoir un accord préalable. Ensuite, après, il faut des assemblées pour autoriser, donc toutes les opérations seront faites, à la fin du mois de juillet, sur la restructuration de sa dette. Est-ce qu'on aura le délai qui sera fait? Je ne sais pas. Tant que la restructuration de la dette n'avance pas, je dirais qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin sur d'autres scénarios, parce qu'on dit un scénario et des scénarios. Eh bien, quelle serait ma préférence? D'abord, que ce qui a été annoncé puisse être appliqué dans un délai permettant de valoriser correctement les actifs qui sont à vendre. Je pense tout particulièrement à l'Amérique du Sud, où le 22 février, lors de la publication de ses comptes annuels, le groupe a décidé de les monétiser. C'est-à-dire qu'ils allaient donc céder les actifs sud-américains. Quand il a vendu récemment les 11,7% résiduels, il a touché 400 millions d'euros. Si à la place d'en vendre 18%, la dernière fois qu'il en avait vendu, il avait vendu 30% du capital, il aurait touché, non pas, je parle pour les 11,7%, il aurait touché 100 millions d'euros de plus. Tout simplement parce que c'était le timing permettait d'avoir une meilleure valorisation. Et suite à la fin de la session, puisque ces titres étant destinés à être vendus, tout le monde le savait, ça faisait une pression baissière sur le titre Sendas Distribuidora. Donc, suite, le titre a gagné hier 7% à la bourse de Sao Paulo, puisque donc la vente était terminée, qu'il n'y avait plus de titres à vendre de la part du groupe Casino. Donc, que le groupe Casino puisse bien valoriser ses actifs est un minimum. Donc, il y reste à vendre Exito, GPA.
en Amérique du Sud. Ce qui représente, sur la base des cours actuels de Exito et de GPA, environ, et de la dette nette de ces deux entreprises, un désendettement de 1,5 milliard d'euros environ. Pour les deux. Oui, pour l'ensemble du cumul des deux, je viens de vous le dire. Donc Exito plus GPA, donc qui peut acheter? Je l'ai expliqué, le groupe Carrefour est très intéressé parce que ça lui permet de passer numéro 1 absolu et total donc en Colombie, en plus du Brésil, de se renforcer un peu au Brésil, avec notamment la livraison de domicile et les magasins de proximité, et de se renforcer en Argentine, tout en devenant aussi numéro 1 sur un plus petit pays, l'Uruguay, mais quand même un pays significatif, avec une belle rentabilité, puisque Exito est monopolistique ou presque, enfin en tout cas très très fortement dominant le marché de l'Uruguay. Donc numéro 1 au Brésil, numéro 1 en Uruguay, numéro 2 ou 3 en Argentine, et numéro 1 en Colombie, ça fait de Carrefour le numéro 1 sud-américain. Total, absolu, langue espagnole et langue portugaise. Donc ce serait donc assez intéressant pour le groupe Carrefour. À quel prix Carrefour rachètera? Dette nette comprise, hein, il faut dessus. Est-ce qu'il peut y avoir une surenchère? Est-ce qu'ils vont négocier rapidement ou pas avec M. Naouri, ou ils attendront éventuellement, donc il y a une recapitulation, un changement de main ou n'importe quoi? Je ne peux pas le savoir. Mais ça a été annoncé, il faut que ce soit fait et dans les meilleures conditions possibles pour le groupe Casino. Est-ce qu'il y a plusieurs acheteurs potentiels sur la partie Amérique du Sud? Ensuite, en France, bon, il y a déjà quelqu'un qui a acheté des actifs, hein, c'est le groupement Intermarché, pour 550 millions d'encaissés à terme, puisqu'ils ont décidé d'acheter d'ici à quelques années ou plus tard, je dirais que 180 supermarchés ou hypermarchés au groupe Casino qui se ressentent sur l'Île-de-France, le Sud-Est, la région lyonnaise et genevoise, et bien évidemment la Côte d'Azur, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc le groupe Casino, donc à ce moment-là, serait recentré sur la distribution de proximité essentiellement, etc. Vous avez un groupe qui s'appelle Carrefour, qui pourrait s'allier, pas Carrefour, qui s'appelle LVMH, qui pourrait s'allier avec les Galeries Lafayette pour racheter Monoprix. L'ensemble Monoprix, c'est Monoprix, Naturalia, etc. Donc comme je l'ai expliqué ce matin, l'intérêt du groupe LVMH, c'est de pouvoir faire des corners Sephora à l'intérieur de chaque magasin Monoprix en France et à l'étranger. À ce moment-là, s'il était co-actionnaire de Monoprix, il pourrait mettre à la place des rayons cosmétiques, de mettre des magasins, des mini-magasins Sephora. On appelle ça en termes anglais des shop-in-shop, c'est-à-dire que Sephora puisse avoir toute sa gamme interne. C'est ce qu'ils font aux États-Unis avec la chaîne de magasins Kohl, qui est un peu l'équivalent de Monoprix aux États-Unis. Donc ils ont ouvert progressivement, et ils en sont maintenant à plusieurs centaines, et c'est une réussite formidable. Parce que pour Sephora, ça augmente les ventes en dehors de ce qu'on appelle les flagships, c'est-à-dire donc les grands magasins de Sephora qu'il y a à New York, qu'il y a dans d'autres grandes villes américaines. Donc ils ont ouvert des magasins bien placés, avec des loyers onéreux, mais je dirais qu'en attendant, ils sont très très bien, avec une grosse fréquentation. Comme vous avez un Sephora sur les Champs-Élysées à Paris, comme vous avez des Sephora, je dirais que de très grosses dimensions. Il y en a un, par exemple, sous la pyramide du Louvre. Je dirais qu'il y a un magasin Sephora qui est d'une assez large dimension de mémoire, c'est plusieurs centaines de mètres carrés de surface de vente. C'est 600 mètres ou 800 mètres carrés de surface de vente. Donc vous avez beaucoup de Monoprix qui ont aujourd'hui entre 60 et 200 mètres carrés de surface de vente en cosmétique, qui deviendraient à ce moment-là des sous-ensembles Sephora, gérés par Sephora, avec les produits de la marque de distributeur Sephora. Donc, à quel prix ça peut se faire? Quand le groupe Casino a racheté les 50%, la famille Moulin considérait qu'un milliard pour 50%, c'était pas suffisant. Ils ont fait un procès à Casino, Casino a gagné, et ça a été valorisé à l'époque, 100% égale 2 milliards. Depuis, il y a Naturalia qui a explosé en dimensions, et beaucoup d'ouvertures de petits magasins Monoprix sous le nom de Monop, ou de Monoprix City. Donc Monoprix s'est développé. Alors est-ce que ça vaut 2 milliards, ou est-ce que ça vaut 3 milliards, ou est-ce que ça vaut 4 milliards? Je veux dire que la question se pose, et plus ce sera vendu cher, mieux ce sera. Ensuite, je dis qu'une fois, monsieur, je termine,
Vous avez posé une question longue, donc je réponds de façon longue et complète. Si vous m'interrompez en coupant dans les questions, non mais personne ne va y comprendre, y compris ceux qui ce matin ont déjà entendu le raisonnement. Donc si vous avez l'Amérique du Sud qui a disparu de l'endettement du groupe Casino, non seulement, je rappelle qu'on parle toujours dans la presse de 6,4 milliards d'euros de dette au 31 décembre, sauf qu'on oublie de dire qu'il y avait 4,5 milliards de dette France et presque 2 milliards de dette sur la partie sud-américaine. Donc la dette sud-américaine n'existe plus puisque l'Amérique du Sud aura été vendue. Ensuite, il y a eu le produit de vente des actions des fonds de commerce de l'Amérique du Sud, donc, qui auront été encaissés, donc, qui amènent donc, un désendettement supplémentaire. Donc vous n'êtes plus à 4,5, vous êtes aux alentours de 3 milliards. Si vous avez Monoprix qui est vendu, il ne vous reste plus que 1 milliard de dettes, et vous avez bien entendu que je n'ai pas tenu compte d'une éventuelle haircut, c'est-à-dire de coupe dans la dette de Casino de la part de ses créanciers qui abandonnent une partie de leurs créances. Donc on se retrouve avec 1 milliard. Est-ce que vous croyez qu'une entreprise qui, Cdiscount compris, fait un peu plus de 13-14 milliards en France dans la distribution de chiffre d'affaires, je dirais que peut supporter 1 milliard de dettes pour simplement faire face à son besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire acheter les produits qu'elle met en vente dans ses magasins? La réponse est bien sûr oui. Donc, il n'y aura pas d'obligation ni de nécessité de vendre ces discounts, mais cela peut être quelque chose d'important à faire toujours. Pourquoi? Parce que si ces discounts est vendu, aujourd'hui ces discounts c'est un désendettement sur la base du cours de bourse, 1,4 milliard plus de la dette de ces discounts, c'est 1,7 milliard de désendettement, ça juste sur un prix ridiculement faible qui est le cours de bourse actuel de ces discounts. Et arrêtez de tapoter donc sur le micro parce que ça fait du bruit. Et quand vous l'avez posé, ça a tapoté. Et donc, ces discounts, je dirais que si c'est vendu sur les bases de référence des entreprises de ce secteur d'activité qui ont changé de main dans les 5 dernières années. À ce moment-là, ces fonctions, dans la grande distribution, je vous l'ai dit tout à l'heure, Intermarché paye 35% du chiffre d'affaires d'un magasin déficitaire. Cdiscount, c'est une place de marché et c'est un site. Eh bien, les sites internet se vendent sur la base de 1,5 fois le chiffre d'affaires et les places de marché se vendent sur la base de 5 fois ou 6 fois le chiffre d'affaires de redevance. C'est-à-dire on considère qu'une place de marché, c'est comme une galerie commerçante sur laquelle le commerçant paye un droit au profit donc, de son hébergeur, celui qui lui permet d'être présent dans la galerie commerçante. Donc c'est un minimum de l'ordre de 5 à 7 fois, donc on peut résumer 6 fois. Donc vous avez les chiffres de 2022 qui sont publiés sur les comptes de Casino ou les comptes de Cnova, et vous faites les multiplications, et ça vous donne à ce moment-là entre 4 et 5 milliards d'euros, comme Casino a 98,5% du capital de Cdiscount, de Cnova, donc vous avez une valorisation comprise entre 4 et 5 milliards d'euros. C'est ce que vise M. Kretinsky. Il est prêt à sortir 750 millions d'euros pour devenir le propriétaire de Cdiscount, et en prime, il a tout le reste. C'est ce qu'il veut. Il vise vraiment ça. Ensuite, vous avez des gens qui ont encore moins d'argent, mais qui voudraient quand même devenir propriétaires. Mais comme ils ont le journal Le Monde, qui peuvent manipuler l'information pour que Xavier Niel, ou la banque d'affaires Lazare pour M. Pigasse, ou encore le fait de détenir 350 à 400 magasins en franchise du groupe Casino pour M. Mouez Zouari, qui pensent que 100 millions d'euros chacun, ça suffit, et ils demandent donc aux créanciers donc, de convertir un certain nombre de créances en titres Casino, avec une forte décote, et comme ça, donc eux, avec une toute petite massée d'argent frais, deviendraient donc le roi à la place donc, de Jean-Charles Naouri. Bon, pourquoi pas? Je crois qu'il y a des gens qui ont du rêve à plus de 40 ans, je dis qu'ils rêvent comme un gamin de 6 ou 7 ans, quand ils pensent au côté magique de l'affaire. Donc je considère que le trio Niel, Pigasse, Zouari n'a vraiment aucune chance de séduire, avec comme seul argument
je vous apporte 300 millions de cash, 100 millions chacun, mais on est des Français, donc, alors qu'en réalité, c'est pas que des Français, c'est aussi Français et Tunisiens, comme on dit, mais c'est pas grave, hein, dans le commerce, d'être Tunisien, c'est plutôt un avantage. Hein, c'est bien connu, ce sont des bosseurs. Donc, et du coup, je dis qu'on va se retrouver, et puis c'est très très bien. Kretinsky, il a un avantage, c'est qu'il présente un chèque qui est plus gros, qui est plus épais. Il est allié avec un autre actionnaire significatif, ami de M. Naouri, qui est donc le Fimalac, l'adré de la Charrière, l'homme qui avait employé à faire 3 notes Madame Fillon là, pour un prix d'or, donc ses poches sont pleines. C'était l'ancien propriétaire de l'agence Fitch Ratings, c'est là qu'il a gagné le plus d'argent. Il a été numéro 2 ou numéro 3 de L'Oréal pendant quelques années. Il avait un groupe de maisons d'édition, donc c'est une personne qui est très connue. Hein, on ne sait pas s'il est socialiste ou s'il est à droite, mais bien qu'en tout cas, je dirais qu'il est toujours du côté du manche. Donc en ce qui concerne, je dirais que donc, nos amis dans les scénarios possibles, je dirais que je pense qu'on va d'abord travailler sur la dette, ensuite sur la vente des actifs sud-américains, et ensuite, après, éventuellement, sur la vente d'un des 2 actifs principaux que je viens de vous citer, c'est-à-dire Cdiscount ou Monoprix Naturalia. Et quand ces actifs auront été vendus, la question de se poser, puisqu'il n'y a plus de dette, il n'y aura plus de dette. Plus de dette, zéro. Eh bien, à ce moment-là, je dirais que c'est combien vaut le groupe Casino résiduel, sans dette, et avec une activité rentable. Je rappelle que l'activité France en casino l'an dernier, c'était 3,6 ou 3,7% de marge opérationnelle en France contre 1,98% chez Carrefour. C'est ça qu'il faut savoir, ce sont les chiffres. Donc le groupe Casino vaut combien? Donc le groupe Casino résiduel, recentré sur donc, la distribution de proximité, les livraisons à domicile, etc., eh bien ça reste quand même dans un groupe qui a une certaine valeur. Je rappelle que la proximité, Casino détient 42% du parc de magasins de proximité en France. C'est dans les zones rurales quelque chose de très très important. Dans le Vival, il y a souvent un point poste. Donc il y a 2000 et quelques Vival en France. Ou petits casinos, ou n'importe quoi. Donc vraiment, je disais qu'il y a une vraie valeur. Donc il n'y a plus de dette, il y a une vraie valeur et une capacité bénéficiaire permettant, sur une douzaine de milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, de gagner de l'argent et de connaître une vraie croissance, parce que l'ouverture des magasins en franchise, ça se fait actuellement au rythme chez Casino de 1000 par an. Donc une vraie croissance significative pour donc, les actionnaires de Casino. Alors, comme je le dis, c'est un trou de souris pour Naouri. Les intérêts des actionnaires minoritaires sont assez liés donc, au succès donc, des offres permettant à M. Naouri de se retrouver donc, les pieds au sec. Mais bon, on veut dire qu'il n'y a pas de certitude. Pour le moment, un certain nombre d'éléments positifs ont été affirmés donc, au marché dans la période récente, c'est-à-dire notamment l'État a très clairement dit qu'ils acceptaient de ne plus être payés pour les charges financières et les impôts jusqu'au mois d'octobre. Ce sera reporté. Hein. Mais enfin, ceci dit, ça allège les besoins de trésorerie, puisque quand vous êtes dans une période de négociation de dette, vous ne pouvez pas tirer sur vos lignes de crédit ordinaires. C'est la règle. Puisque vos concours bancaires, ils sont suspendus, puisque vous les renégociez. Donc c'est ça c'est le problème. Donc à court terme, la vente de 11,7% de Sendas Distribuidora rapporte, net de tout impôt et de tout frais sur la transaction, 326 millions d'euros de cash. Là, il y a d'autres actifs qui peuvent être vendus assez facilement et rapidement, dont les 13,5% résiduels dans Green Yellow, soit 135 millions d'euros. Il y a également, je dirais que la possibilité donc, de récupérer donc aussi, je dirais que d'autres éléments, mais il y a 500 millions d'euros de non-paiement, donc d'intérêt sur la dette ou des échéances principales, plus les 300 millions fiscaux et sociaux. Donc, Casino a largement les moyens, je dis bien largement les moyens, de tenir pendant toute la période de négociation
contrairement à ce que certains peuvent dire que ça tourne dans notre boudin. Après, il y a accord ou il n'y a pas accord. C'est qu'on ne peut pas présumer de l'accord ou pas accord. Et ensuite, après, c'est un autre sujet pour Rallye, puisque Rallye, c'est la maison mère de Casino. S'il n'y a pas sortie des ronces du système de dette de Casino, il n'y a pas de perspective de rémunérer les actionnaires, donc Rallye n'a pas d'encaissement possible, donc il n'y a pas d'encaissement, et bien Rallye se retrouve dans l'obligation de sortir du jeu. Je dirais que ça, c'est un autre sujet. Pour moi, vous vous trompez, comme je disais, c'est pour ça que les Blogurtopus ne marchent plus bien, la lettre, etc. Pourquoi vous obstinez-vous quand tout va contre vous? On vous l'a dit, on vous l'avait compris. Casino, vous nous avez bassinés avec des propos qui aujourd'hui s'avèrent tous mauvais. Non? On constate. Les dettes, il ne devait pas y en avoir, il devait vendre la partie américaine, il devait faire des plus-values énormes, ça devait couvrir tout. C'est pas le cas. Donc vous vous êtes trompé. Vous vous trompez tout le temps maintenant. C'est quoi votre question? Parce que là, oui, mais c'est un constat. Non, c'est pas un constat, c'est oui. un réquisitoire. Ben oui, monsieur, c'est un réquisitoire parce que moi, je me suis ruiné. Mais c'est pas la peine de crier plus fort. Mais je vous dis que c'est un réquisitoire. C'est quoi votre question? Ma question, vous vous êtes trompé. Quand est-ce que vous changez de logiciel et vous faites des affaires? Reprenez la main dans de bons sens en nous trouvant des bonnes affaires pour nous récupérer. On a tous tout perdu, entre 50 et 80% de nos portefeuilles. Voilà ma question. Si vous me permettez une question, oui. Tenez-vous le micro. Je vais essayer de parler assez fort. Si vous me permettez une question, vous englobez tout le monde. Êtes-vous sûr que nous ayons tous perdu? Oui. Ben, tout ça qu'on va acheter à Casino, oui. Ah oui, tous ceux qui Casino. se sont calqués sur le portefeuille France ont perdu. Tout dépend des proportions dans lesquelles je ne je n'insiste pas. Je vous laisse répondre, excusez-moi. Je vais essayer de répondre. Grosso modo, monsieur me dit, je vous ai fait confiance, je vous ai suivi de façon aveugle. C'est une erreur de votre part, parce que je rappelle que moi je vends des conseils, des analyses, et je ne gère pas en vos lieux et places. Article 1. C'est pas moi qui vous tiens la main quand vous passez donc un ordre de bourse. Article 2. Ensuite, vous me dites que là on est au milieu du gué. Le film n'est pas terminé. Vous avez une analyse qui est la vôtre. On a le droit de ne pas la partager. Je considère que dans le dossier Casino, il y a grosso modo aujourd'hui, pour un peu plus de 10 milliards d'euros d'actifs, pour un peu moins de 5 milliards d'euros de dettes résiduelles après la sortie de Centas Distribuidor. 5 milliards divisé par 110 actions, c'est 40 euros. Le cours de bourse ne reflète pas la valeur de cet actif. Et bien sûr, je me trompe et je dois changer de logiciel. Je répondrai non, puisque d'abord, regardez le nombre de gens qui se précipitent sur le dossier, faisant quasiment la même analyse que moi, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent, du pognon à gagner en achetant du Casino actuellement. Ça s'appelle Auchan, ça s'appelle Carrefour, ça s'appelle donc Xavier Niel, ça s'appelle donc machin. Je crois que même les journaux les plus actuellement agressifs sur le dossier Casino disent qu'il y a une sorte de course des milliardaires pour pouvoir récupérer le dossier Casino. À 8 balles, oui, hein, ça c'est sûr. Messieurs, vous n'êtes pas obligés de vendre à 8 euros. Je dis simplement que eux... Non, on peut acheter à 8 euros. Non, non. On a acheté plus cher sous vos conseils. Je l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. Ça ne sert à rien si vous me posez une question, donc ne pas écouter, la réponse est d'interrompre à tout moment. Ça ne va pas vous rendre votre portefeuille bénéficiaire d'un coup de baguette magique, et ça ne me changera pas du tout d'un iota sur ce que j'essaye de vous expliquer. Je vous démontre rien, je vous explique. Il y a aujourd'hui plein de gens, je dis bien plein de gens, qui considèrent que les parts de marché du groupe Casino, les marques du groupe Casino, la réussite du groupe Casino dans le commerce électronique, qui est reconnu par tous ses pairs, la réussite du groupe Casino dans la livraison à domicile, qui est reconnue par tous ses pairs, dans la gestion de la clientèle, la gestion informatique, ce qu'on appelle la big data, etc. Je dirais que Carrefour vient juste
de lancer une entreprise, une co-entreprise avec Publicis, là, cette année, là, il y a quelques semaines, ça vient d'être lancé au moment de Vivatech. Donc les réussites de Casino sont aujourd'hui connues et visiblement déchaînent un certain nombre d'appétits. Bien évidemment, ces gens-là, ils essayent ou ils essaieront d'acheter le moins cher possible des actifs qu'ils mettraient 2 fois ou 3 fois plus d'argent pour les constituer ou les reconstituer avec le risque de ne pas réussir. Je pense notamment, ce qui concerne, je dirais que l'activité, donc Cdiscount. Cdiscount, je dirais, qui est une entreprise qui est le numéro 2 français de la distribution donc, par Internet, en direct, et la première place de marché en France, je dirais créée avec une augmentation très importante de son activité, puisque la partie place de marché est passée de 40% du chiffre d'affaires de Cdiscount à 55% du chiffre d'affaires de Cdiscount en l'espace de 3 exercices. C'est une réussite colossale. Et les places de marché clés en main Octopia, qu'ils mettent en place dessus, moi je connais le dossier par cœur. Alors on tombe parfois, malheureusement, j'ai remarqué, un peu trop amoureux de son dossier, entre guillemets, et dessus. Et ensuite, la bourse est faite d'un certain nombre d'acteurs, dont des prédateurs. Des questions qui sont posées, comme je l'ai expliqué ce matin, n'ont pas de réponse aujourd'hui. Qui a prêté à louer les titres aux vendeurs à découvert? Est-ce M. Kretinsky, par exemple, qui a 10% du capital? La seule réponse que je puisse savoir de façon certaine, c'est que ce n'est pas M. Naouri. Ce n'était pas son intérêt. Et bien évidemment, je dis qu'il n'est pas heureux de la situation actuelle. Donc les gros actionnaires, il y avait M. Naouri et M. Kretinsky. Comment se fait-il que les vendeurs à découvert, je dis qu'on travaillait le marché de façon opiniâtre, ont dépensé des sommes colossales pour stipendier un certain nombre d'acteurs dans le dossier? Parce qu'il y a des enjeux. Les enjeux, c'est le leadership sur la distribution en Amérique latine, un continent entier. Alors bien évidemment, je dis que est-ce que le groupe Carrefour qui a cette envie va le faire et dans quelles conditions il va le faire? Je ne peux pas vous le dire. La seule chose que Carrefour a faite, c'est qu'il a bien vendu Taïwan. Là, ils vont conclure la journée d'achat. Quand il a acheté une affaire, l'ancien Walmart en Amérique du Sud, c'est dans les hypermarchés extra, je crois, ou un nom comme ça. Ils ont acheté ça avec un prix normal et correct, et négocié correctement. Si le prix est fait, et le même ratio, c'est-à-dire qu'ils ont payé pour les hypermarchés qu'ils ont rachetés pour renforcer Atacadão en Amérique du Sud, s'ils sont les mêmes prix pour racheter Éxito, GPA au groupe Casino, bien Casino n'a aucun problème de désendettement. Aucun. Les actifs, la vente de Sendas Distribuidora, c'est-à-dire Asai, s'est faite en 3 temps. Je dirais que premier temps, deuxième temps, troisième temps. Le deuxième temps, je dirais qu'ils ont vendu à 18, et quelques reais par action, donc Sendas Distribuidora. Je rappelle que c'était 7 reais de plus qu'au moment de la cotation séparée de Sendas Distribuidora. Donc dire que le groupe Casino n'a pas valorisé correctement ses actifs, c'est spécieux et c'est de l'accusation sans preuve. Le groupe Casino a valorisé correctement ses actifs. Ensuite, après, le fait qu'il y ait eu une sorte de parapluie en sachant que que Casino avait besoin d'argent et vite. Donc, eh bien, en Amérique du Sud, le titre a été attaqué sur cette Distribuidora et Casino, effectivement, a vendu cette semaine, hier, c'est 11,7% résiduel, à un prix qui était de 404 millions d'euros, qui était un prix qui était modeste, et qui immédiatement, quand la nouvelle était connue, le titre Sendas est monté de 7,5%. Bon, alors, vous êtes malin, plus malin que M. Naouri, je vous propose, puisqu'il cherche peut-être un directeur général ou un secrétaire général, de porter un dossier de candidature.
Maintenant, je considère que ce genre d'action prédatrice, et ça c'est juste côté moral de mon activité professionnelle, l'activité prédatrice qui donne raison aux prédateurs au nom du soi-disant la loi de la jungle du capitalisme mondialisé, ne me convient pas. Qu'il n'est pas normal et moral de mettre en entreprise qui fonctionnait très correctement, avec des actifs, des passifs, des défauts et des réussites. Puis-je rappeler que dans le passé, Casino a vendu ses activités en Thaïlande et au Vietnam avec des ratios de valorisation particulièrement corrects. Si le groupe Casino donc, avait le temps et moins de pression des vendeurs à découvert sur son titre, eh bien, il aurait pu vendre aussi plus cher Sendas Distribuidora, qui connaît un parcours. Allez regarder les bilans sur les sites internet de l'entreprise Sendas Distribuidora. Allez voir la courbe de croissance du nombre de magasins, du chiffre d'affaires et de la rentabilité opérationnelle, EBITDA sur chiffre d'affaires, qui est proche de 8% du chiffre d'affaires chez Sendas Distribuidora. C'est des gens qui n'ont pas inventé le marché du Migros, mais qui l'ont particulièrement bien développé, à partir d'un seul État au Brésil, puisque ça s'appelle les Estados Unidos do Brasil, donc ils sont mis dans la nation tout entière, et Sendas Distribuidora était une réussite formidable. Ils vont, je suis certain, être à 100 milliards de reais, c'est-à-dire environ 15 milliards d'euros, 17 ou 18 milliards d'euros selon le cours de change de l'époque, avec de chiffre d'affaires, et 1 milliard d'euros environ de résultats opérationnels sur l'année 2024-2025, tel qu'il l'avait annoncé avec des dirigeants choisis par le groupe Casino et de M. Naouri. Donc, il n'y a pas de raison de dire qu'on s'est planté sur l'intégralité des choses. La distribution de proximité en France est une réussite énorme pour le groupe Casino et enviée par les concurrents. Le Teract qui cherche à avoir des coins pour que le paysan du coin vende dans tous les magasins de proximité Casino, paysan du coin livre au magasin du coin et fasse une intégration verticale, ça montre bien la pertinence de ce projet. Bon, moi je n'ai malheureusement pas l'intention de changer, mais vous avez certainement changé 20 fois de personnalité ou de conviction ou de croyance dans votre existence. Pour ma part, mon logiciel n'aura pas vocation à changer. Il s'appuie sur un contenu moral significatif, qu'on a le droit de ne pas partager, qui considère que l'honnêteté doit être en prime, pas en petite prime comme le gadget bonus, hein, bien que c'est en premier rang. Et alors que nous sommes dans une société où vous avez le tricheur qui est aujourd'hui théoriquement récompensé. Mais je rappelle que dans le dossier Casino, la messe n'est pas terminée, elle n'est pas dite, et des rebondissements sont possibles. C'est pour. Je pense que une partie beaucoup plus importante que la valorisation du cours de bourse actuel peut être récupéré en ce qui concerne le dossier Casino, par la valorisation du dossier in fine. Et je me battrai pour défendre les intérêts de l'ensemble de l'électorat, notamment à travers les actions de l'ARA, dans des assemblées générales, les unes après les autres, pour pouvoir faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de solution sans respect des intérêts des actionnaires individuels de l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur d'autres sujets que le Casino? Parce que, comme je dis toujours, si on a 90% de l'Hebdo Bourse Plus avec une rubrique de 12 pages questions-réponses sur Casino, ça finit par lasser. Oui. J'ai bien compris. C'est pour les lèvres. Oui, non, mais vous inquiétez pas, il a compris, mais en revanche, il était. Allez-y, monsieur. J'ai bien entendu ce que vous avez dit sur Casino, je n'y reviens pas. Mais moi, je n'ai pas que Casino dans mon Oui. plan d'action. Et je suis à moins 55%. Donc je rejoins monsieur quand il dit que il faudrait peut-être revoir le logiciel, je reprends ces mots, parce que je vois j'ai presque toutes les actions qui sont copiées sur le France qui sont négatives.
Alors qu'est-ce que justement, est-ce qu'il n'y aurait pas, il faudrait pas s'orienter? Non, mais attendez, je ne vais pas vous faire acheter des Tesla et des LVMH au prétexte qu'il y a eu donc des titres que le titre Stellantis que l'on a acheté à 12 € et je dis qu'il est à 15,60 €. Et que Tesla aurait monté plus. Non, mais Stellantis, c'est le seul qui peut-être qui est positif. Et sinon, j'ai toutes mes autres actions qui sont négatives. Oui, mais bon, oui, j'ai entendu votre question. Mais vous savez, vous aviez éteint le micro, alors c'est pas étonnant que vous puissiez pas. Il faut que la lumière fonctionne. Si vous me le faites remonter, je vais vous le rallumer, comme ça vous passe. Voilà. Il suffit de pas moins triturer sur les trucs. Non, voilà, j'ai pas. Ensuite, il n'y a pas de miracle et de martingale. En ce qui concerne donc les marchés, vous êtes sur un marché où vous avez une valorisation plus que correcte, voire même exagérée, sur le secteur premium, access premium et luxe. Quand vous pensez qu'on considère comme premium une entreprise qui s'appelle L'Oréal qui fait du shampoing, c'est-à-dire qu'on considère comme super premium, voire même numéro 1 mondial du luxe, une entreprise de distribution qui s'appelle LVMH, car c'est une entreprise de distribution. C'est pas parce qu'elle possède tous les concurrents, c'est-à-dire toute la presse économique, qui imprime noir sur blanc numéro 1 mondial du luxe LVMH. Je connais de l'intérieur le groupe LVMH, je sais très bien, j'ai une fille qui y travaille. Et elle ne travaille pas dans la pire des marques, c'est Christian Dior. Mais ceux qui font chez Christian Dior la partie luxe sur les 8 ou 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires Christian Dior, ils font 500 millions d'euros de luxe. Et le reste, c'est de l'imprimerie, comme on dit. Je dirais qu'en termes d'achat, ça veut dire c'est juste donc, du produit de très grande consommation qui sont fabriqués par les mêmes fabricants qu'une bouteille en plastique. Sauf qu'à la place de sortir une bouteille en plastique, ils sortent des baskets, ou ils sortent des t-shirts, ou ils sortent des sacs à main sans cuir avec du Sky ou autre chose. Voilà. Donc LVMH, c'est une distribution intégrée, donc ils maîtrisent les prix, il n'y a pas de solde, il n'y a pas de. C'est une entreprise qui marche très bien, et je suis très heureux qu'elle marche très bien, qu'elle fonctionne très bien, mais c'est tout sauf du luxe. C'est de la distribution intégrée pour plus de 70% de chiffre d'affaires. Les ratios de LVMH sont 30 fois le bénéfice. Recomparez-les avec les ratios de Casino. Je dirais que maintenant, je dirais qu'ensuite, je dirais que dans les autres, est-ce qu'il est raisonnable à un moment donc d'être le dernier à acheter à un prix d'or, je dirais que des entreprises qui sont à 30 ou 40 fois les bénéfices, vu que j'ai plus de 40 ans de bouteilles sur les marchés financiers, j'ai toujours vécu des effondrements, y compris pour des entreprises qui ont été pendant longtemps portées à nos calabones. Je rappelle qu'on a quand même très très bien gagné notre vie sur une entreprise qui était foutue aux gémoniques, qui s'appelait Peugeot Citroën, PSA, et que entre les bons de souscription, les actions PSA et autre chose, les allers-retours, on a gagné aussi très bien nos vies sur des Saint-Gobain, on a gagné très bien notre vie sur énormément de dossiers. Eramet, il y a eu des gains spectaculaires donc, sur Eramet. Donc après, tout a un prix, en ce qui concerne l'achat. Je dirais que les gens, ils suivent ou pas mes conseils. Moi, je fais des analyses. Je rappelle que la lettre La Bourse sort 52 analyses différentes dans une année et 52 suivis d'entreprises en page 1, plus 52 éditoriaux pour mettre en perspective les grandes nouvelles informations économiques. Et que quand on regarde l'intégralité de ce qui est donc écrit et publié dans la lettre La Bourse, le ratio des gains et des pertes est très très largement positif en ce qui concerne les gains. Je dis bien très largement positif. Non. Si. Monsieur, la bonne foi voudrait que vous regardiez 100% des numéros et regardez les conseils en page 4 de la lettre La Bourse. Vous ne vous regardez que le portefeuille France et puis c'est tout. Et ce n'est pas parce que vous dites 10 fois une contre-vérité que pour autant ça deviendra une vérité. C'est tout. Je reste sur mon raisonnement, cher monsieur. Mais monsieur, je viens de vous le dire, la 11e fois ne changera pas la règle. Bien sûr, mais les titres que Vous ne avez considérez conseillés- pas que c'est vous qui gérez donc Non, votre je gère portefeuille pas, et que vous faites les choses. Alors, ça va pas. On a parlé des dossiers, notamment, il y a des dossiers qui sont très délicats parce que donc, la société était correcte, mais elle a eu un problème technique en Allemagne, ça s'appelle Rosilex,
Et ensuite, derrière, donc elle s'est retrouvée dans l'impossibilité de payer d'une amende qu'elle avait de la concurrence. Et elle a en plus eu un ennui avec SNCF Réseau, qui l'a fait condamner en première instance pour une histoire de pollution, alors que l'usine préexistait la ligne de chemin de fer. Donc au tribunal administratif, SNCF Réseau a gagné. Les créanciers, l'actionnaire n'a pas été défaillant parce qu'il a prêté de l'argent permettant à l'entreprise de survivre dessus. C'était donc l'actionnaire principal, c'était Glencore. Et pour autant, je dirais qu'à un moment, les créanciers, comme ils ont été intransigeants, et notamment SNCF Réseau, demandant tu payes, si tu payes pas, je dirais que, eh bien, demande à ton actionnaire de payer à ta place. C'est exactement le dossier de SNCF Réseau. Et donc, du coup, donc, il y a eu une liquidation donc, de Recilex. Mais il n'empêche que Recilex est une entreprise qui fonctionnait correctement. Bourbon est une entreprise qui a eu un problème de bras de fer entre ses banques créancières, notamment chinoises, ICBC de mémoire, qui a eu donc une entreprise, cette banque chinoise a refusé de négocier avec, sur un étalement ou sur un plan donc, de sauvegarde ou de sortie donc, avec monsieur donc, de Châteauvieux, qui était le principal actionnaire de Bourbon, et la banque chinoise, donc, comme elle a refusé de négocier, ça a conduit l'entreprise à être vendue aux banques françaises créancières, qui, elles, donc, ont restitué les bateaux aux Chinois, qui les a loués ensuite à Bourbon. Mais l'analyse sur le redressement de Bourbon après la crise pétrolière était tout à fait bonne, puisque Bourbon aujourd'hui est de nouveau à vendre, puisque les banques propriétaires ont mis le dossier donc à vendre, ils ont constitué un tour de table de banque conseil pour pouvoir mettre le dossier à vendre. Mon analyse qui était que Bourbon était en cours de redressement était tout à fait justifiée. Elle était justifiée. Ceci dit, techniquement, savoir mettre de l'irrationnel et considérer que l'irrationnel donc, est possible, donc il est possible d'envisager que l'irrationnel est... je dirais que le plantage a été total parce que, bon, ben voilà, et je dirais que Maître Telma l'a expliqué ce matin, il a voulu représenter et défendre les intérêts donc, des actionnaires de Bourbon auprès du tribunal de commerce, et on n'a même pas accusé de réception à sa constitution dans le dossier. C'est tout. Vous étiez là ce matin, donc il vous l'a expliqué. Nicolas, moi j'ai une question sur Vallourec. Oui. Vallourec, il y a quelques temps, elle était pratiquement à 15 €, et en ce moment, elle oscille entre 10, 10,50, 10,60. Alors quelle est ton analyse sur Vallourec? Pourquoi est-ce qu'elle stagne alors qu'elle a de nouveaux contrats? Vallourec va bientôt pas tarder à être avec zéro dette. Je rappelle que Vallourec a fait 300 millions d'euros de tréflux positifs au premier trimestre de cette année. Donc on considérait que Vallourec est une entreprise en perdition. Pendant toute une période, j'ai expliqué aux gens que Vallourec, il fallait surtout pas y retoucher parce que ça brûlait du cash comme une chaudière en plein hiver, etc. Donc les gens y croyaient ou ne croyaient pas, peu importe. Ceci dit, c'est quand même bien moi qui ne me suis pas trompé. Je dirais que tout emmerdant tout et tout ce que je touche tourne au boudin, selon certains ici présents dans la salle. Mais je dirais que je ne me suis pas trompé, et quand on a repris donc, le dossier Vallourec, on a fait une fois un aller-retour très fortement positif, et on est revenu ensuite après donc, sur le dossier, je dirais qu'avec là encore donc, des convictions fortes, en disant que ça y est, c'était fini, qu'il n'y avait plus de problème à venir sur Vallourec, et que le redressement allait maintenant être structurel, fort, et que Vallourec se retrouverait dans une situation permettant, je l'avais écrit à l'époque, c'était en 2020 ou 2021, dès 2024, de distribuer un dividende de nouveau. On est dans le schéma. Que l'action soit volatile, mais malheureusement que la prolongation actuelle de ce qui s'est constaté dans le passé. À chaque fois, quand on remonte plus haut que la remontée précédente. Tu l'as remarqué. Ouais. On était remonté précédemment vers les 13-14 €. Ce coup-ci, non. Ouais. La dernière remontée a dépassé les 15-40 à peu près. Ouais, c'est ça. Mais la précédente remontée, c'était 13-14. Ensuite, il y a eu un reclassement de la part d'actionnaires qui ont recapitalisé l'affaire, qui ont vendu donc une grosse ligne vers les 12 € de mémoire. Et après, donc, ça a redonné du flottant, donc un petit peu, donc ça a redonné donc, quelques pièces dans le jeu. Mais la remontée suite à la publication des résultats de l'année 2022
Ça a remonté, était remonté à 13, 14, 15, jusqu'à 15,40 de mémoire, donc au plus haut. Ensuite, après, il y a eu de nouveau du papier qui est revenu. On est ponctuellement tombé en dessous de 10. On est actuellement entre 10,30 et 10,50. C'est ça. La prochaine remontée remontera non pas à 15, mais remontera à 16 ou à 16,50. D'accord. C'est comme ça que ça va se faire, Valourec. Pourquoi? Parce que je me permets juste de rappeler quand même qu'ils ont ponctuellement eu un vrai problème avec des inondations sur la mine de Pao Branco, donc en Amérique du Sud, au Brésil, une mine de fer sur laquelle ils récupèrent les anciens déchets d'exploitation de la mine pour les retraiter, pour en tirer du minerai donc neuf. Donc ça coûte très peu en exploitation. Et donc, la Pao Branco, donc la mine de Pao Branco, je sais qu'ils ont été en interruption de production, puis ils ont repris de façon provisoire à partir d'un autre stock de déchets, et là ils ont eu les autorisations depuis le mois de mai de reprendre le rythme normal. Maintenant tout est consolidé, que les digues ont été refaites, etc., etc. Mois de mai comme le mois de juin, on est au rythme historique de production, et le minerai de fer, juste pour rappel d'information, sur un an est stable. C'est un des seuls minerais qui est stable sur un an dans la période récente. Donc je rappelle quand même que la contribution de cette mine, c'est des centaines de millions d'euros de résultats chaque année, je dirais que pour le groupe Valourec. Si on regarde les débouchés pétroliers, ils viennent la semaine dernière de signer un contrat avec l'Arabie Saoudite, un contrat très important. Mais il y a surtout tout un tas de contrats pour le Moyen-Orient ou pour d'autres choses vont être désormais desservis à moindre coût par la nouvelle usine qu'ils ont construite juste avant leur problème du début des années 2010. Eh bien, ils avaient une nouvelle usine toute neuve, faite pour pouvoir fabriquer les tubes du Brésil. Et cette usine brésilienne, elle reprend progressivement. Ça a été passé dans les comptes de 2021 et du premier semestre de 2022. Elle reprend toute la production anciennement Mannesmann en Allemagne. Eh bien, ça va se voir dans les comptes du deuxième semestre de 2023 et de toute l'année 2024. Donc maintenant, ils ont à la fois une augmentation significative de l'activité, par les contrats signés dessus, mais en plus, ils ont même, petite cerise sur le gâteau, je n'arrive pas à identifier qu'est-ce que ça apportera comme chiffre d'affaires supplémentaire, mais ils ont, petite cerise sur le gâteau, des nouveaux débouchés sur d'autres types d'utilisation. C'est un communiqué assez récent, où ils ont signé donc, avec une entreprise pour pouvoir faire des tubes, je dirais que pour d'autres usages. Alors il y a la géothermie, il y a tout un tas de choses, etc. Donc Valourec, c'est vraiment sorti des ronces. Okay. Et ça, c'est une sorte de caterpillar qui avance. Après, il y aura les étapes de remontée qui seront quand il y aura l'annonce d'un retour d'un dividende, puisque l'entreprise n'a pas vocation à ne plus rémunérer ses actionnaires, puisqu'elle n'aura plus de dette. Je rappelle que 300 millions, c'est 100 millions d'euros par mois de tréflux pour Valourec au premier trimestre. C'est vrai. Et tout cela dans un contexte de très forte augmentation de l'activité qui augmente le besoin en fonds de roulement. Puisque dans ce genre de métier, avant d'être payé, il faut déjà fabriquer. Donc on paye le personnel, on paye le minerai, on paye... Voilà. Madame. Pardon, je voudrais vous poser une question sur Aramis. Oui. Succursale de ex-Peugeot, enfin je crois, qui a été introduite à 18 €, je crois, il y a quelques années. Oui. Dont vous nous aviez parlé, dit que c'était une introduction intéressante, qui est tombée de 50%, je crois, autour des 8 €. Oui. J'ai pris quelques actions, donc Aramis, les actions sont actuellement autour de 4,50 € ou 5 €. Dans ces eaux-là, oui. Et je crois toujours en cette entreprise, j'estime que, d'après entre autres vos commentaires, et j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'évolution du cours de bourse par rapport à une autre entreprise
Je sais plus, ALD ou ALDL? ALD, c'est pas du tout le même C'est métier. autre chose. Ça n'a rien à voir. D'accord. Alors ALD, c'est une entreprise qui est une filiale de la Société Générale qui gère des flottes pour des entreprises. C'est l'essentiel de son métier. Donc elle gère des flottes de camions, de camionnettes et de voitures pour les dirigeants d'entreprises ou comme machin, mais aussi pour le petit artisan local, etc. ALD, c'est le client de la Société Générale qui veut faire financer donc, sa voiture, donc on lui fait une offre de crédit, ou alors ça c'est lui qui est propriétaire sur la carte grise, et on lui fait une offre de location longue durée ou de LOA, l'obligation avec option d'achat, et à ce moment-là, c'est ALD qui présente. Et ALD gagne sa vie en faisant des offres permettant, donc comme ils achètent des centaines de milliers de voitures par an aux constructeurs, ils peuvent avoir des prix meilleurs, puisqu'ils négocient pour des flottes complètes. Et ensuite, ils empruntent de l'argent, c'est notamment un débouché pour la Société Générale, pour les dépôts des comptes de la Société Générale, ils empruntent de l'argent. Et ensuite, ils facturent les loyers mensuels, et après, donc, ils récupèrent la voiture. Ils sont estimés la valeur résiduelle à temps. Si la valeur résiduelle de revendre la voiture d'occasion est supérieure, le bénéfice, c'est pour leur poche. Donc, ALD, dans la période récente, a gagné beaucoup d'argent lié à la montée des prix des voitures d'occasion. Puisqu'ils récupéraient des contrats qui avaient été conclus il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Et donc, ils ont fait de très gros bénéfices là-dessus, et ça a duré pendant encore 2 ou 3 ans, parce que donc, la crise des puces a fait qu'il y a eu très peu de livraison de voitures dans la période récente, beaucoup moins de voitures neuves. Donc, comme il n'y avait pas de voitures neuves, dans 5 ans, dans 4 ans, il y aura peu de restitution donc, de voitures d'occasion. Et ALD distribue l'essentiel de ses bénéfices, parce que la Société Générale ayant des soucis, je dis que du coup, ils ont besoin, ils sont avides de récupérer le pognon le plus rapidement possible. Aramis, ce n'est pas du tout le même métier. Aramis, historiquement, c'est un mandataire. C'est quoi un mandataire? C'est quelqu'un qui va acheter auprès de gens qui ont des stocks. C'est un déstockeur, entre guillemets. Vous avez un concessionnaire qui a un contrat de 200 véhicules avec une marque. Il s'est engagé sur l'année à 200 véhicules. Et s'il en vend 240, il a une prime qui fait que sa rémunération devient celle de la vente de 350 ou 400 véhicules. Parce qu'il a des primes de dépassement d'objectifs. Donc il va être incité à un moment ou à un autre à faire le pari de pouvoir, pour déclencher les primes, de faire le pari d'acheter 241 voitures, là où naturellement il avait eu le débouché pour 200, ses commerciaux avaient réussi à vendre 200 voitures. Donc ce concessionnaire récupère la livraison des 241 voitures, mais manque de peau, finalement, n'en a vendu que 180. Mais comme il a eu la prime, puisqu'il a quand même récupéré 241, il s'est fait livrer, et il a payé, il a eu une prime significative. Du coup, les 60 voitures qu'il a sur les bras, il faut qu'il se refasse de la trésorerie, il les revend à un mandataire qui, lui, va les revendre au détail, parce que lui, il a réussi à en vendre que 180 au détail, il les revend au détail, les 161, donc que ce soit des 308, ou que ce soit donc des Mazda, ou que ce soit donc des Hyundai, peu importe, vous êtes dessus, et le mandataire, c'est Aramis, qui achète, et qui, comme il achète un lot de voitures neuves, à un prix ou de 0 à 5 km ou 10 km, quoi, ce qu'on appelle des voitures neuves ou quasiment neuves, eh bien le mandataire se retrouve donc avec une situation donc, de pouvoir négocier les prix. Le concessionnaire, en théorie, il les a achetés à moins 18, moins 20, moins 21% selon le contrat qu'il a avec le constructeur. Mais comme il faut absolument qu'il récupère son pognon, il va les vendre à moins 30, moins 35, moins 40% au mandataire qui sera capable de lui faire le chèque ou le virement pour récupérer les voitures. Donc il récupère les voitures et ensuite il les revend au détail. S'il les a achetées à moins 35, il va les revendre à moins 30. Donc comme à peine qu'il les a reçus, lui, il les a vendus, donc du coup pour lui la trésorerie ça va vite. C'est... je suis payé, je suis payé 8 jours plus tard, j'ai l'argent de nouveau sur mon compte, donc quand même ça tourne assez vite ce genre de choses. Cette activité mandataire était une activité très rentable.
C'était l'activité première d'Aramis. Ne se contentant pas de cette activité, Aramis, qui a été racheté par le groupe PSA, je dirais que Peugeot, Citroën, DS, puis Opel, Aramis donc, a décidé de faire ce qu'on appelle du reconditionnement de voitures d'occasion, de manière à les revendre une fois réparées et révisées, avec une garantie de 1 voire de 2 ans, comme pour les voitures neuves, avec un tarif, je dirais que monsieur, il a mis donc démontage et révision en usine, dans des ateliers, il y en a un peu partout maintenant chez Aramis. Alors ça, c'est, vous achetez une voiture d'occasion à 8 000 €, vous faites pour 1 500 € de travaux et de changement de pièces dessus, et vous essayez de la vendre à 12 000. Mais vous portez le stock, vous avez et vous avez quand même une usine à amortir, avec du personnel, etc. Donc c'est le deuxième métier. Sur le premier métier, il y a eu un effondrement de plus de moitié des ventes en 2021 et encore en 2022 du fait de la crise des puces. Les concessionnaires qui désiraient avoir 200 bagnoles, on leur en a livré 140. Donc bien évidemment, ils cherchaient, la seule chose qu'ils pouvaient négocier, c'était d'essayer de raccourcir le délai de livraison. Quelqu'un qui voulait changer de voiture, on lui demandait d'attendre 1 an pour avoir sa voiture neuve. Je me permets de vous rappeler, c'est le contexte. Donc il n'y avait plus de lot de voitures à acheter. Et puis bien évidemment, les constructeurs ont fait migrer leur offre vers les voitures à doter de plus d'options possibles. Donc il n'y avait plus du tout de fabrication pour juste faire tourner l'usine. Le groupe PSA, Stellantis désormais, comme les autres groupes, se sont tous tournés vers la fabrication des modèles les plus rentables. Et plus du tout sur la fabrication de modèles qui avaient des difficultés éventuellement à trouver un acheteur. Et je ne parle même pas de l'entrée de gamme supprimée, la C1 et la 108 ont été supprimées chez Stellantis, mais bien que la Twingo, elle est fabriquée à tout petit volume actuellement chez Renault, etc. etc. Donc, notre Aramis s'est retrouvé avec cette activité mandataire qui rapportait gros et allait vite en termes de chiffre d'affaires et consommait peu de cash, qui a disparu des 2/3 en l'espace de 3 exercices. C'était pas du tout dans le cours de bourse au moment de l'introduction, puisque c'était avant la crise, l'introduction. Et en parallèle, l'entreprise, elle est bien montée en puissance sur son activité reconditionnement. Même si les prix des occasions qu'elle rachetait augmentaient, comme les prix des occasions qu'elle a revendues augmentaient aussi, donc du coup elle s'est retrouvée donc, correctement. Donc Stellantis, qui est actionnaire principal donc, de la société Aramis, a très clairement dans sa présentation de l'exercice 2022 démontré sa confiance dans sa filiale, et c'est une filiale stratégique forte pour le groupe, parce que c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire donc de récupérer une voiture qui a déjà 3 ans d'âge, ou 4 ans d'âge, ou 5 ans d'âge, et de se retrouver donc ensuite avec donc, la possibilité de le reconditionner, de voir tout ce qui est pièce d'usure qui a été usée, et de le changer, et de refaire. C'est pas un véhicule neuf, mais ça a une garantie comme un neuf, parce que on est suffisamment confiant de toutes les révisions qui ont été faites. Aramis, moi j'y crois, mais je dirais que pour la rentabilité, il faudra encore attendre au moins 1 année, de manière à ce qu'il y ait de nouveau un rééquilibrage avec la remontée d'abord légère, puis ensuite plus forte, de l'activité, l'autre activité, la première activité, c'était l'activité mandataire. Désolé d'avoir été très long, mais ça permet de vous expliquer bien le dossier, et surtout les grandes différences qu'il y a entre ALD et Aramis. D'accord. Et je rappelle que j'étais favorable à Aramis, en grande partie aussi, parce que le procédé choisi pour l'introduction en bourse, c'était une augmentation de capital. C'est-à-dire que l'entreprise a cherché, est venue chercher de l'argent sur le marché. C'était pas PSA qui vendait des titres sur le marché. Vous voyez, c'était pas les actionnaires qui cherchaient à faire la poche des petits actionnaires. D'accord. Alors, question subsidiaire, parce que j'ai acheté des Aramis très peu, mais enfin j'en ai, à 8 €. Elle tourne actuellement autour de... Là, c'est un conseil que je vous demande, presque. Est-ce que ça vaut le coup d'en racheter un petit peu pour faire une moyenne à la baisse?
Alors, Sans en avoir dans la énormément. limite de 2 à 3%, 4% maximum de votre portefeuille, la réponse est oui. D'accord. Car je veux dire, il faut quand même ne pas oublier que l'économie circulaire, le réemploi, le recyclage, soit Rosilex, de Richebourg, Ramis ou n'importe quoi, c'est quand même des secteurs porteurs. Veolia Environnement, par exemple, quand Veolia je dirais, va pouvoir réussir à taper suffisamment fort du poing sur la table pour expliquer aux autorités françaises que 3 ministères pour autoriser la réutilisation des eaux qui sortent d'une station d'épuration pour simplement arroser donc un champ, il faut 3 ministères en signature, c'est complètement fou. Je veux dire que quand vous avez aujourd'hui 1% de réemploi des eaux des stations d'épuration qui sortent, on peut les boire. À la sortie de la station d'épuration, on peut boire l'eau, elle est potable. Mais c'est pas grave, je veux dire qu'on ne la réemploie pas, on la rejette. Comme si c'était donc un déchet ultime. Bon, je veux dire que ces entreprises-là, elles ont les technologies, sont souvent des entreprises françaises, elles ont les technologies, et elles sont aujourd'hui très mal valorisées. Quand vous avez une entreprise de valorisation et de transformation des déchets, que ce soit des déchets industriels ou que ce soit des déchets d'enlèvement d'ordures ménagères qui s'appelle de Richebourg, vous comparez donc les ratios de valorisation de Richebourg avec les ratios de valorisation de Veolia ou de Séché Environnement, vous tombez par terre. De Richebourg est aujourd'hui coté en bourse 3 à 4 fois ses résultats, alors que les autres sont cotés entre 12 et 18 fois. Pourquoi ? Il y a un vrai souci de non-rationalité des marchés financiers. Puis-je... Mais bien sûr, madame, si vous êtes déplacé, c'est pour me questionner, Oui, y non. compris de façon agressive, comme monsieur qui s'en va. Je ne suis pas agressif. Non, mais Je suis peut-être un des seuls qui vous dit ce que je pense. madame me dit aussi ce qu'elle pense. Allez-y, madame. Je voudrais vous poser une question sur une autre valeur, Bouygues, Oui. qui est à une échelle supérieure d'Aramis, et, enfin au point de vue, Oui. et qui végète Oui, c'est Depuis- malheureux, mais c'est que... depuis, On l'a achetée en dessous de 30 €, elle vaut 30 € encore, oui. Ouais. avec quand même, heureusement, un dividende, Oui. mais on arrive à se demander pourquoi, enfin en tant que petit actionnaire, c'est aussi une valeur théoriquement de qualité et qui ne bouge pas. Le vrai souci sur des grands conglomérats comme Bouygues, c'est de voir comment le marché valorise les paris qu'ils font. Le grand pari c'est ce que j'ai mis dans une étude sur Bouygues publiée dans l'Hebdo Bourse Plus il y a 10 semaines de cela à peu près, c'est est-ce que l'entreprise sera capable, dans les services, de réussir l'intégration d'Equance. C'est une grosse affaire, Equance. Les activités services de Bouygues additionnées aux activités services d'Equance représentent 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est une rentabilité très modeste, l'ordre de 2,5% du chiffre d'affaires. L'objectif assigné, c'est 4,5% du chiffre d'affaires. Eh bien, le groupe Bouygues, tant qu'il n'aura pas sorti les 4,5% du chiffre d'affaires sur une masse tellement importante, il aura autant de gens qui doutent que quand il y a eu l'offensive de Xavier Niel sur les prix de télécom qui ont fait plonger à un moment Bouygues Télécom dans le rouge, et qui ont fait que quand Martin Bouygues a dit « je ne vends pas Bouygues Télécom, je redresse l'affaire et je ne coupe pas de façon massive dans les effectifs, mais on va faire des produits intelligents et intéressants, etc. » Les gens n'y croyaient pas. Et finalement, ils l'ont fait, et aujourd'hui, Bouygues Télécom est redevenu une entreprise vache à lait pour le groupe Bouygues dans son ensemble. Donc moi, je considère que Bouygues, qui a été pris dans une optique rendement, lorsque ça valait entre 35 et 40, j'ai dit on achètera en dessous de 30, on a pu acheter en dessous de 30, je n'ai pas du tout d'inquiétude sur ce genre d'affaires. On vendrait si on valait entre 42 et 48 €. Je dis qu'on est actuellement toujours aux alentours du prix d'achat, donc je considère qu'on attend tranquillement, et le jour où le marché se mettra d'un seul coup à avoir les yeux de chimène pour le groupe Bouygues, eh bien, voilà. Merci. Mais c'est un conglomérat, il ne faut pas oublier, TF1 pèse pas très lourd dans son activité, mais c'est une activité qui est surmédiatisée. Je dirais que dans l'activité construction
de maisons individuelles est actuellement récessive. Ça ne marche pas. En revanche, l'activité routière, colasse, etc. marche très très bien. Je dirais que le ferroviaire, ça marche bien. Donc c'est un conglomérat avec plusieurs marchés dans le monde entier. Je dirais qu'ils construisent toujours au Kazakhstan, mais pas que au Kazakhstan. Il y a longtemps, ils faisaient des grands chantiers en Arabie Saoudite. Un jour, ils feront de grands chantiers au Canada ou ailleurs. Vous savez, je dirais que je ne pense pas qu'ils fassent de chantier en Russie là bientôt, mais je dirais que... D'autres questions? Attendez, j'ai bien madame qui a posé la main, vous levez la main, allez-y. Prenez le micro, comme ça tout le monde vous entend. Monsieur Miguel, j'aimerais vous poser la question si vous pouvez m'expliquer ce qu'il y aura comme conséquence pour les petits porteurs si Cartesia sort d'Orapi. Alors, Cartesia sortira d'Orapi, ça c'est certain. Parce que c'est un fonds qui est rentré pour faire de la plus-value, pas pour rester pour la vie éternelle. Orapi normalisera sa vie, notamment boursièrement parlant, le jour où Cartesia sera sorti. Bien que si Cartesia sort, ce ne sera pas à perte. Leur prix de revient est à 5,30 € de mémoire par action ou 5,50 €. Je n'ai plus en mémoire, mais ils étaient rentrés par une augmentation de capital réservé. Le chiffre est à récupérer, ça existe. Donc, est-ce qu'ils veulent sortir à 7? Est-ce qu'ils veulent sortir à 8? Est-ce qu'ils veulent sortir à 9? Est-ce qu'ils veulent sortir à 10? Je ne sais pas. Ils veulent sortir avec une plus-value. Donc, il est évident qu'ils vont tirer le titre vers le haut le jour où ils sortiront. Je ne sais pas, l'action est suspendue actuellement dans l'attente d'un communiqué qui est théoriquement prévu pour être donné début de semaine prochaine. Je subodore qu'il peut s'agir d'éléments d'information sur la sortie éventuelle de Cartesia. Mais je rappelle que Orapi est une entreprise qui est actuellement valorisée par le marché avec 3 queues de cerise par rapport à ce qu'on est valorisé dans le domaine de la chimie. La chimie de spécialité, c'est-à-dire le métier, ça se pèse entre 35% pour les entreprises en difficulté, 35% du chiffre d'affaires, et 70% du chiffre d'affaires pour les entreprises rentables qui payent des dividendes corrects, etc. Aujourd'hui, je dirais que l'entreprise, elle vaut 12% du chiffre d'affaires. Il n'y a plus de dette. Ils ont remboursé leurs dettes. Et donc, ils ont été capables de rembourser le new money comme autre chose. Il n'y a plus de dette. Voilà. Donc honnêtement, je dirais que ça fonctionne bien. Et la famille, donc, je dirais actionnaire à 35% du capital, je ne sais pas si elle voudra racheter en toute une partie donc des parts de Cartesia, ou s'il sera d'autres actionnaires qui rachèteront. Est-ce que ce sera dispersé? Comment ce sera fait? Est-ce qu'il y aura une partie qui sera rachetée par l'entreprise elle-même pour pouvoir l'annuler, donc l'action, et remonter encore la part de la famille? Honnêtement, je ne peux pas vous dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Orapi ne perd pas d'argent, qu'Orapi fait du cash, et qu'Orapi a un outil industriel désormais propre, rentable et modernisé. Ce n'était pas le cas il y a 5 ans. C'était pas le cas il y a 5 ans. Ils ont eu des difficultés liées à leur endettement, liées aux investissements. Dans un marché stagnant, ils avaient des investissements qui étaient quand même assez lourds à supporter. Donc le CIC, à un moment, ils leur ont envoyé un bras d'honneur. C'était leur banquier et principal financier extérieur. Donc le nombre d'actionnaires individuels baisse puisque c'était un petit peu pas loin de 10 millions il y a fin des années 80, enfin vous connaissez mieux les chiffres. Là je crois qu'on doit être en dessous de 4 millions je présume. Les fonds se sont développés, fonds d'investissement en cours de route depuis ces 30-40 dernières années. Et finalement, ces grosses sociétés qui sont dans le portefeuille, c'était quand même des PME au départ, des PME régionales. Il existait les bourses régionales qui ont disparu. Moi, il s'avère que mon métier et ma profession de foi, on peut dire. Depuis 35 ans, c'est également... Bon, c'était connu, Nicolas, il y a peut-être 35 ou 40 ans. On s'est peut-être pas vu pendant 20 ans, enfin, on s'est croisés. Et finalement, notre combat est le même. Le combat de C2IB est le même depuis le début. C'est de défendre le droit à la cotation pour les PME. Et après, évidemment, on a nous aussi acquis une certaine expérience au fil des décennies, à essayer d'être sélectif dans le choix des entreprises.
Du coup, la suggestion, c'est un petit peu par rapport au portefeuille. Moi, ça me semble une évidence, c'est peut-être même une conviction, que à nouveau redévelopper fortement le nombre d'actionnaires directs en France et à travers tout simplement les PME régionales et en Normandie, comme dans toutes les régions. Peut-être, c'est une idée en écoutant le portefeuille. Tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu, hein, de toute manière. Mais on peut être inquiet, il y a des inquiétudes. L'idée, c'est de par votre journal, votre expérience et celle peut-être de C2IB, il y a peut-être quelque chose à réfléchir, tout bêtement, en Normandie, essayer de détecter une dizaine d'entreprises. Est-ce qu'il vaut mieux investir avant l'introduction ou après? Évidemment, c'est avant, mais encore une fois, à condition de faire honnêtement notre travail, de préparer les entreprises. Donc il y a le travail de commissaire aux comptes, d'expert comptable, etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire, une réflexion à avoir, et pas une réflexion intellectuelle, pour le plaisir de réfléchir, mais concrètement, c'est une certitude qu'on doit pouvoir détecter une dizaine d'entreprises entre aujourd'hui et la prochaine assemblée, et ça serait au moins faire l'effort, essayer de reconstituer un portefeuille de valeur merci Monsieur Salva. de croissance. Mais le problème d'un journal, c'est de commenter l'actualité, c'est pas de la créer. Non. Deuxième, et on n'est pas comme les échos de LVMH. Je vais juste terminer, évidemment, c'est pas votre travail d'ingénierie financière. Attendez, je termine ma réponse. Qui représente désormais entre 40 et 50% de leur chiffre d'affaires sur ce qu'on appelle de l'événement qu'ils créent, c'est-à-dire Vivatech par exemple, où vous avez 350 000 entrées dans ce genre de salon, où vous avez tout ce qui est interviewé, etc., c'est payant. Il y a des mélanges des genres, comme c'est pas la peine pour le faire. Et ils ont des rouleaux compresseurs avec le Parisien aujourd'hui en France, Radio Classique, Investir et donc le journal Les Échos. Et ils font ça à 50-50 avec le groupe Publicis, qui lui au moins c'est une agence de publicité. Mais quand c'est un journal qui organise une table ronde soi-disant intéressante avec monsieur, donc le patron de Tesla, où vous avez 3600 fans qui se mettent donc à pisser dans leurs culottes tellement qu'ils voient « Ah, on a vu Tesla, ah, on a vu SpaceX, etc. » Monsieur, je veux un selfie, je veux un machin, etc. On n'est plus du tout dans le système donc, de la création d'articles, on est tout simplement dans la création de contenu, c'est-à-dire contenu publicitaire, bien évidemment. Alors, dans ce contexte-là, vous avez en plus donc, l'AMF qui considère que les directives MIF 1, 2, etc. imposent à n'importe quelle entreprise dont le capital est plus ou moins dispersé à partir de quelques dizaines d'actionnaires, sont censés faire appel à l'épargne publique et donc de respecter toutes les règles, notamment d'information et donc juridiques, qui sont applicables à Saint-Gobain, l'Air Liquide ou autre chose. Donc bien évidemment, les entreprises, les PME, les TPE, elles n'ont absolument pas les moyens donc, de le faire. Leur problème, des fois, de besoin de fonds propres ou de besoin de trésorerie, c'est quelques centaines de milliers, quelques millions d'euros. Récemment, sur un site spécialisé, j'ai vu qu'une entreprise qui fabrique des confitures de très bonne qualité, qui travaille avec toute la grande distribution, qui fonctionne relativement bien, se retrouve dans une difficulté à titre immédiat, parce qu'elle n'a pas les moyens d'acheter les fruits pour la récolte, pour pouvoir faire alors qu'elle a un bulletin de commande de la part de la grande distribution, et les banques ne veulent pas suivre. Parce qu'ils ont été obligés d'investir dans les dernières années, notamment en période Covid, pour respecter les normes sanitaires, et de mettre leur pot de confiture dans des conditions donc, de meilleure qualité. Donc ils ont autofinancé une partie de cet investissement, et donc ils se retrouvent dans une difficulté. Je crois que c'est Duvernier le nom de cette entreprise. Elle fait 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle est rentable, elle a plus de 300 employés, et elle fait donc de la confiture de très bonne qualité, et elle se retrouve au bord d'un ce que j'appelle l'incident technique pur et dur, c'est-à-dire donc défaut de trésorerie. C'est-à-dire que, bien évidemment, quand ça commence à se craindre, je veux dire que les fournisseurs exigent d'être payés au cul du camion, etc. etc. Donc, ce genre d'entreprise, je dirais qu'elles ont plus besoin donc d'une fluidité donc, du crédit bancaire que donc, de se créer des dépenses. Il faut savoir qu'une entreprise cotée, même de toute petite taille comme la nôtre, ça paye entre les commissariats aux comptes, les révisions comptables supplémentaires, le site internet spécialisé que les gens ne vont pas aller regarder mais qu'on nous a imposé donc d'avoir. Je dirais que ça n'empêche que c'est étonnant. Je dirais que le site internet de la société, où on a la communication donc institutionnelle de l'entreprise, les notes au ballot, les publications, tout ça, ces trucs-là, ça coûte chaque année.
c'est à l'échelle d'une boîte comme nous qui font 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros de dépenses fixes obligatoires. Je crois que ça vaut le coup quand même. Enfin, vous faites pas l'augmentation. Non, mais on n'a pas besoin de la bourse. On n'a pas besoin, on n'augmente pas le capital. Ça ne vaut pas le coup pour une entreprise de payer 40 ou 50 000 euros quand vous faites 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, que vous réfléchissez sur la prise d'un stagiaire qui va vous faire donc, de la prospection pendant l'été, que charge comprise, ça va vous prendre 2500 balles, et que vous avez 40 000 ou 50 000 que vous filez donc, à des gens qui s'appellent KCIS ou des gens qui s'appellent, etc. Vous avez que chaque fois que vous avez donc un truc où vous avez une petite crotte de chien, c'est qu'on vous la demande donc de l'analyser en 18 exemplaires, et que bien évidemment vous avez les avocats spécialisés, que vous avez tout le machin, etc. Il faut tirer les sous vers le bas au maximum entre les deux. Oui, mais bon, vous savez, beaucoup de chefs de PME, même quand ils font 10 millions, 15 millions, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour eux, la cotation boursière, je dirais que bah, c'est pas obligatoirement la meilleure des idées possibles. Voilà, je dirais que c'est un vrai problème. C'est une question, c'est vrai que... Et je dirais que Louis Tanneberger, pendant longtemps, a été, du moment du second marché, un énorme introducteur qui a réussi donc, à faire rêver beaucoup avec des réussites d'entreprise. Il a réussi donc, à mettre en place avec Majorette, avec tout un tas, les petites voitures Majorette, etc., la famille Véron, tout ça. Donc il avait dynamisé formidablement le marché avec des introductions. C'est une période complètement différente de la nôtre. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a une période où vous avez donc la France insoumise qui vous dit que la solution au problème des retraites, c'est de piquer le pognon à Bernard Arnault. Donc, une fois qu'on a tué Bernard Arnault, donc on a tué la valeur d'entreprise donc de LVMH. Comme ça, donc on aura absolument zéro recette pour le... Les gens ont une connaissance économique proche du zéro, même en dessous du zéro. C'est un vrai problème, d'où l'importance de la lecture hebdomadaire de l'Hebdo Bourse Plus, qui permet donc qui permet, en plus donc des réponses à des questions boursières, je dirais que c'est quand même assez facile de pouvoir mettre en perspective les vraies choses importantes de l'économie. Je dirais que c'est ça, je dirais que le b.a.-ba de l'Hebdo Bourse Plus, je rappelle quand même que Yannick Urien est juste derrière vous, il interviewe énormément de personnes différentes. Il publie des articles sur des bouquins qui sont donc chaque semaine, donc qui peuvent être très intéressants. Vous n'êtes pas obligé de lire le bouquin, mais au moins quand vous avez lu l'article de Yannick, eh bien vous savez ce qu'il y a eu dans le bouquin. Et si le bouquin peut éventuellement vous intéresser, être complémentaire de votre besoin de formation permanente. Voilà. Donc nous faisons ce travail didactique. Sachez qu'il y a en France aucune bibliothèque de lycée ou de collège qui n'est abonnée à l'Hebdo Bourse Plus. En revanche, ils ont tous le journal marxiste Alternative économique. Tous. Et beaucoup ont aussi Challenge, qui est une autre filiale que j'avais oublié de citer tout à l'heure, de LVMH, qui est un journal publicitaire dessus. Bien évidemment, dans les entreprises, vous avez la propagande tous les jours dans la salle d'attente qui s'appelle Les Échos. C'est-à-dire que les Échos sont censés être lus par tout le monde. C'est normal, c'est la propagande, ce qu'on vous autorise à savoir. Moi, dans l'Hebdo Bourse Plus, c'est ce que je sais, ce que je pense qu'après vérification, il est nécessaire que mes lecteurs sachent. Quand je fais un élément de bloc-notes il y a 15 jours sur le thème « Nous n'avons pas les mêmes valeurs », donc en prenant le parallèle de monsieur le ministre des Comptes publics qui dit qu'il faut traquer la fraude fiscale et qu'il paye les prostituées dont il achète les services en billets de 100 euros, je peux vous assurer que l'information était vérifiée, véridique, enregistrée, etc. Je disais que dessus, je dis que ça a fait un peu de remous, mais je n'ai pas du tout été cité, donc je ne serai jamais cité, rien du tout, parce que, alors que ça aurait été, j'aurais parlé d'un enfant de Philippe de Villiers qui se serait retrouvé donc dans une boîte gay dans la backroom, eh bien, je dirais que immédiatement, ce serait devenu donc une sorte de feu d'artifice et de fusée à réactions diverses et variées, etc. Donc dans l'économie, donc dans l'économie, il y a un vrai problème, c'est que les gens ils considèrent que tout est dû, et que rien ne vaut le travail. On leur a dit depuis des années que de travailler ça servait à rien, puisqu'on était payé pour le travail de 39 heures, et puis d'un seul coup on leur a dit bah non, bah vous faites plus que 35 heures et vous avez le même salaire.
Donc c'est une idéologie de base qui est malheureusement mauvaise et sur laquelle nous nous battons pour informer. Oui, mais j'ai entendu ce que vous m'avez dit. Oui, mais trouver entre 10 ou 20 entreprises normandes pour s'introduire en bourse. Oui. Il y a une petite chance parce que vous êtes super pointu là-dessus. Nous aussi. Non, mais je travaille entre 80 et 100 heures par semaine. J'ai 62 ans et je ne peux pas aller faire de la prospection pour pouvoir aller demander à des gens qui de toute façon ne veulent pas être convertis. Parce que de toute façon, vous avez des gens qui auraient des besoins. Je disais qu'il y a un groupe qui s'appelle le groupe Paro, qui est un concessionnaire automobile. Il s'est introduit en bourse parce qu'il avait des vrais projets. En plus, il avait un vrai projet informatique, etc., le groupe Paro. Ben, je dirais qu'il regrette aujourd'hui, je discutais il n'y a pas si longtemps que ça avec son directeur général, il regrette d'être introduit en bourse. Il n'a que des emmerdes avec son introduction en bourse. Il n'a pas levé de fonds, depuis son introduction, il n'a pas levé de fonds. Et puis aller expliquer à des analystes financiers qui de toute façon s'en foutent, ça lui coûte, il fait une réunion d'analystes pour présenter donc ces trucs, ça lui coûte de 12 000 balles, je dirais de cheval avec... Oui, non mais attendez, ça lui coûte 12 000 balles de faire sa réunion d'analystes financiers, il a 4 ou 5 piques assiettes qui viennent et autre chose, ils font même pas une étude sur le dossier, et puis ils s'en foutent parce que de toute façon, on va lui expliquer qu'il a une trop petite capitalisation boursière pour intéresser un fonds commun de placement ou n'importe quoi. Donc, et que son flottant est trop petit, et que la seule façon de s'en sortir, d'intéresser, c'est de fusionner, de devenir un grand groupe de distribution comme Émile Frey, FREY, qui pèse maintenant 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, alors qu'aux États-Unis, les tout petites entreprises qui sont cotées en bourse dans le domaine de la distribution automobile fonctionnent très très bien, elles ont une bonne valorisation. Dans la période récente, elles se sont super bien valorisées. Elles ont, parce qu'elles ont plusieurs sources, et elles sont, voilà. Donc on est dans un monde qui est aujourd'hui très désagréable pour l'esprit entrepreneurial. On observe la faiblesse de la cote, enfin du niveau de boursier de la TECOR, alors qu'on a Airbus, par exemple, qui a un carnet de commandes qui est blindé pour plusieurs années, etc. etc. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet entre les activités de la TECOR et Airbus, ou est-ce que la TECOR est plombée un peu par les activités de Boeing? Ah ben c'est surtout Boeing, monsieur, qui a eu des problèmes pour la TECOR, parce que la TECOR avait des contrats notamment avec le 787, et donc pour les portes arrière de 787, ils étaient en participation d'ailleurs sur le programme, donc ils avaient cofinancé donc le développement. Et ce programme a été interrompu en livraison pendant une période assez longue, et bien évidemment ça gênait énormément. Ensuite, vous avez Airbus, c'est quand même le principal client de la TECOR. Airbus a eu un comportement très cavalier, si j'ose expliquer ce genre de choses. Le comportement d'Airbus, ça a été de dire, grosso modo, quand j'ai eu la crise Covid, je réduis mes rythmes de fabrication de plus de moitié. Donc, je vous demande donc de réduire vos livraisons de plus de moitié tout de suite, donc vous, mes sous-traitants. Et puis vous vous débrouillez avec votre personnel, vous vous débrouillez avec vos stocks, vous vous débrouillez avec tout. Hein, je dis que ta gueule, ferme ta gueule, c'est moi le gros et c'est toi le petit, tu manges ta merde, moi je mange la mienne. Hein. Je trouve qu'Airbus, ils n'ont jamais donc, eu de problème, hein, réellement, je dis qu'ils n'ont jamais eu de problème. Je rappelle que le sauvetage des compagnies aériennes a été subordonné par l'Allemagne, la France et d'autres pays au fait qu'ils respectent leurs engagements pour acheter les avions qu'ils avaient commandés. Hein. Air France a été financée pour pouvoir payer les avions qu'ils avaient commandés à Boeing ou à Airbus ou à d'autres. Et donc les sous-traitants sont tous pris le mur. Hein. Figeac Aéro, la TECOR sont pris le mur. Les nouveaux actionnaires, Searchlight, ont pensé qu'il fallait profiter de l'aubaine pour pouvoir acheter 2 ou 3 affaires et de les restructurer pour pouvoir devenir plus gros à la sortie de la crise. C'est pas obligatoirement une mauvaise idée. Hein. C'est pas du tout une mauvaise idée. Ils ont eu des prêts avec garantie de l'État, je dirais que significatif, mais bon, à un certain moment, l'endettement, je dirais que les banques leur disent il faut rembourser tout de suite dessus, alors que les remontées en cadence n'étaient pas du tout là. Je dirais qu'elles étaient annoncées, mais pas immédiates. Et puis alors, c'est pas parce qu'on annonce des remontées en cadence que pour autant, on augmente les prix donc, sur les livraisons. Hein. Je dirais que Airbus a dit « Ah, de quoi? Vous révisez les prix à la hausse parce que les matières premières augmentent ?» Non mais tu rigoles, tu prends sur ta marge. Attends, excuse-moi, ma marge est négative, connard. Quoi, tu m'as traité de connard?
etc. Vous voyez, c'est le niveau du débat, il est très très modeste. Hein. Je veux dire que quand je dis modeste, c'est juste pour dire que c'est vraiment des crétins qui parlent à des crétins. Et donc des boîtes comme la TECOR se sont retrouvées donc dans l'obligation d'aller voir l'État en disant, bah, attendez, on fait quoi, on dépose là? Alors là, ils ont été un peu plus sérieux, et ils ont accepté 183 millions d'euros d'abandon de créances au profit de la TECOR sur les 200 et quelques millions d'euros d'argent qui avait été prêté à la TECOR et un réétalement de façon beaucoup plus raisonnable. Bon, ça s'est passé comme ça. Le groupe Searchlight a annoncé que la TECOR allait donc être recapitalisée à hauteur d'au moins 100 millions d'euros. Eux, ils mettaient leur signature là-dessus, ils y croient, ils ont raison d'y croire. Ils ont quand même misé beaucoup d'argent, je vais me permettre de vous le rappeler, en rachetant des actions à 5,50 et puis en recapitalisant ensuite à 50 centimes, ils ont mis beaucoup d'argent dans l'affaire. Ils n'ont pas fait d'agiotage. Ils n'ont pas revendu et pour racheter moins cher. Ils ont mis de l'argent qu'ils avaient collecté, et ils y croient. Donc la TECOR, je dirais que va, à la fin de l'année, une fois ayant publié son résultat du premier semestre, qui sera quand même une amélioration d'autant plus forte qu'il y a 183 millions d'abandon de créances, je me permets de vous rappeler que c'est un résultat exceptionnel positif, va publier son résultat du premier semestre, et ensuite, après, précisera, je dirais, de quelle manière les fonds propres seront augmentés au-delà de ces 183 millions donc abandonnés donc, dessus. Les constructeurs que sont Airbus, Embraer, Dassault Aviation et Boeing ont objectivement intérêt à garder leur réseau de sous-traitance. Parce que sans sous-traitants, ils ne sortent pas les avions. C'est aussi con que ça. Donc bien évidemment, le bras de fer va obligatoirement à un moment ou à un autre, je ne dis pas s'inverser, mais au moins se modérer. Et qu'il y aura obligatoirement des augmentations de prix, il y aura aussi obligatoirement des contraintes moins fortes données aux équipementiers. Alors, parce que je rappelle quand même que le groupe Airbus vise 75 monocouloirs par mois à horizon 2026. Ils étaient montés à presque 50, ils étaient descendus à 25, et ils remontent à 75. Parce que vous voyez un petit peu ce que c'est dans un outil industriel, hein, les variations de quantité à fabriquer de pièces. Donc, quand les commandes sont annoncées avec 500 par-ci, 250 par-là, je dirais que simplement 2 compagnies aériennes indiennes dessus, je dirais qu'obligatoirement, à un moment, il faut livrer, il faut fabriquer. Donc, si on accepte les acomptes sur les commandes et qu'ensuite on n'est pas capable de livrer, on n'est pas un avionneur. Donc, le groupe Airbus, qui a eu des difficultés à monter en puissance au début de cette année, l'a refait un mois de mai qui était meilleur en ce qui concerne les livraisons. Donc avec un rythme de livraison de 55-60 appareils par mois, donc c'est le rythme normal pour quand on veut livrer 720 appareils sur une année. Mais le groupe Airbus, je dirais que n'est pas seul, je dirais que Boeing, ils ont eu une série de merdes, mais alors c'est pas la peine, je dirais qu'ils n'ont pas merdé, eux. Monsieur aurait dû être actionnaire de Boeing, il serait venu demander au PDG de changer de logiciel. Parce que bien évidemment, le 777, 4 ans de retard. Le 777X, hein, le nouveau. Vous avez le 737, 2 accidents mortels, des problèmes sur donc le champ, des problèmes gravissimes, hein, de mauvaise organisation des autorités américaines qui ont approuvé, alors que c'était Boeing qui signait eux-mêmes donc les certificats de vol des avions. Ça, c'est le 737, 1 an et demi sans livraison, hein, dessus. Le 767 militaire MRTT, eh bien, bien évidemment, le devis a doublé. C'est un contrat qu'ils avaient obtenu contre Airbus, hein, contre l'Airbus A330. Le devis a doublé, les délais de livraison étaient 5 ans supplémentaires, mais c'est pas grave, puisque c'est l'armée américaine, donc ils payent, et c'est Boeing, c'est normal. Mais ils ont eu bien évidemment aussi, il ne faut pas l'oublier, le 787 sur lequel il y a eu des fissures. Donc bien évidemment, il fallait savoir d'où venaient ces fissures. Donc pas seulement les réparer, c'est le moins qu'on puisse faire, mais aussi d'où qu'elles viennent. Donc arrêt des livraisons de tous les 787 en cours de production. Donc bien sûr, ça touche une boîte comme Lagardère qui fait, donc, les années avant crise faisait l'équivalent de 8% de son chiffre d'affaires sur le 787. Donc 70% avec Airbus,
16% avec Boeing, dont la moitié du chiffre d'affaires avec Boeing, c'était sur 787. Donc bien évidemment, les usines qui se retrouvent donc à pas pouvoir livrer, bah, il faut quand même payer le personnel. Rien à foutre. Bravo les enfants. Donc la TECOR, c'est une bonne boîte qui a de bonnes technologies, notamment par exemple les technologies LiFi pour les cabines aériennes, autre chose, sauf qu'ils n'ont pas pu, ils l'ont expérimenté, ça fonctionne bien, etc. Mais ils n'ont pas vendu commercialement, je ne sais pas s'ils le présentaient sur leur stand au Bourget, là, parce que je n'ai pas eu le temps d'aller au Bourget, mais le stand de la TECOR, je dis que, enfin, sur le site internet de la TECOR, ils présentent toujours les évolutions de la technologie LiFi, c'est-à-dire donc une sorte de Wi-Fi mais par la lumière et en cabine d'avion, avec les communications internet dans les cabines d'avion. Donc il faut investir. Quand vous avez une compagnie qui a 300 appareils, il faut investir quelques dizaines de millions d'euros pour pouvoir te convertir dans les technologies LiFi donc développées par la TECOR. C'est des technologies qui fonctionnent, en tout cas dans tous les essais, fonctionnent très très bien. Combien, je dirais, de quelle manière? Je dirais que le problème d'une entreprise qui est en crise ou qui sort de crise, c'est article 1, ne pas crever, article 2, ne pas crever, article 3, ne pas crever, et article 4, quand on sera conscient qu'on n'est pas crevé, eh bien, on pourra penser à l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un petit peu vulgaire que de dire ce genre de mots, mais c'est un peu ça, c'est ça l'industrie. Figeac Aéro, c'est Tikeo Capital qui l'a renfloué, qui a pris le contrôle. Le pauvre gars qui était actionnaire principal de Figeac Aéro, bah, je dirais que il a mangé son poing, son coude, et il a attaqué l'épaule. Hein. Et pourtant, Figeac Aéro, pendant longtemps, c'était le chouchou du marché. Ça a été mis à la cave, je vous raconte pas en moins de temps qu'il a fallu pour le dire. Hein. Boum, c'est terminé. Comme si c'était une fusée SpaceX de ce cher, cher Elon Musk qui explose en plein vol. Mais c'était une réussite, hein, selon Elon Musk. Donc, le vol est une réussite. C'est son commentaire sur Twitter. Autre question? Madame. Récupérez le micro, ce sera plus facile pour que tout le monde puisse vous entendre. Si mes souvenirs sont bons, OVH Cloud a eu une introduction à 18 €. Dans ces eaux-là, oui. Oui. Il y a une baisse considérable et continue. Est-ce que vous avez, d'après vos analyses, une explication, s'il vous plaît? Alors, d'abord, dans la période très récente, OVH Cloud a révisé un peu à la baisse ses perspectives de croissance, de résultats, pour des raisons simples, c'est que notamment en Allemagne, ils ont eu à subir des augmentations tarifaires sur l'électricité. Il faut savoir qu'un spécialiste du cloud a besoin de beaucoup d'énergie. Il consomme beaucoup d'énergie. L'informatique dans les nuages, c'est pas que dans les nuages, c'est surtout dans des ordinateurs, et c'est une façon virtuelle que de dire informatique dans les nuages. Donc les ordinateurs sont climatisés, fonctionnent et bouffent de l'électricité. Quand vous avez un tarif d'électricité qui est multiplié par 4 ou par 5, vous ne pouvez pas multiplier le tarif affecté à votre client, qui est souvent un contrat de moyen et de long terme, par 4 ou par 5, surtout pas en claquant des doigts. Donc à un moment, vous réussissez à passer des hausses que le client va comprendre et qu'il va accepter sur le renouvellement du contrat à l'échéance. Mais vous passez ces hausses avec un différé, pendant ce temps-là, vous avez payé votre électricité plus cher. C'est aussi bête que ça. Donc ils l'ont très clairement expliqué au marché. Donc du coup, ça fait donc une baisse du cours de bourse. L'entreprise, une entreprise familiale, bien gérée, saine, portée sur un secteur d'activité qui, à mon sens, est un secteur très porteur. Ça s'appelle le cloud souverain. D'avoir une informatique dématérialisée, de sécurisation actuelle, donc c'est très bien. Ça évite d'avoir des gros matériels dans son entreprise, des gros serveurs qui seront amenés à être changés, etc. Donc on utilise une partie des serveurs hébergés par quelqu'un d'autre. C'est ça le principe général de l'informatique dématérialisée. Ensuite, cette partie que l'on utilise, le jour où on a besoin de plus, on loue plus. Le jour où on a besoin de moins, donc ça donne une souplesse de l'utilisation de l'informatique qui est quand même très intéressante. Le vrai problème, c'est que les grands acteurs du marché s'appellent Google, Alphabet, Amazon, je dirais que Apple, etc. Alors bon,
Les problèmes de sécurité chez Apple, c'est un peu leur business de base, donc personne ne s'inquiète de trop chez Apple. Sauf qu'ils sont quand même dans la loi américaine, sur l'essentiel de leurs ordinateurs, ce qui veut dire que quelque chose qui est sécurisé sur le cloud, bon, les photos de vos enfants, tout le monde s'en fout, je suis désolé madame, je veux dire que vos enfants sont les plus merveilleux enfants du monde, mais les photos de vos enfants, c'est pas un secret de la défense américaine. Mais quand vous appelez Airbus ou quand vous appelez d'autres entreprises, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une partie de votre informatique qui soit hébergée dans des serveurs américains. Parce que les lois de sécurité américaines votées après le 11 septembre 2001 font que n'importe quel système informatique situé sur le sol des États-Unis ou détenu par une entreprise américaine est fouillable à tout moment par les services américains. Point final. Et qui ne sont pas des gens innocents. Demandez au gars qui a écrit un bouquin sur donc, ces problèmes donc, aux États-Unis, chez Alstom, où il s'est retrouvé donc, en tôle pendant 2 ans ou presque, sur une histoire qui ne concernait pas d'entreprise américaine, d'une soi-disant corruption pour résumer, parce qu'il voulait faire pression sur la vente des activités d'électricité d'Alstom à General Electric. Donc les Américains font du business avec des gens qui savent faire du business et qui savent tirer au code, comme on dit. Donc même si Biden, je dirais que met la main sur le cœur quand c'est l'hymne indien, parce qu'il s'est trompé, il n'a pas reconnu l'hymne américain, c'était l'hymne indien, même s'il trébuche à chaque fois qu'il monte 3 marches, qui se pète la gueule par terre et qui dit bonjour à son ami imaginaire juste derrière lui, qui n'est pas présent sur la photo ni sur l'image, mais il le voit, donc c'est important pour lui, donc ça doit le réconforter. Mais il est candidat à sa réélection, c'est normal, c'est l'administration Obama qui tire les ficelles derrière, donc on s'en fout. Mais bon, voilà, donc le cloud souverain, c'est-à-dire un cloud, physiquement, en Allemagne, en France, au Luxembourg, en Belgique, en Italie, c'est important. Donc c'est porteur. Donc la famille Cabla qui a développé OVH Cloud, sur cette base cloud souverain, elle a, à mon avis, un boulevard devant elle. Parce qu'il y a quand même 451 millions d'habitants en Europe, qui font, je dirais, qu'un PIB qui est assez intéressant, et que les entreprises qui ont des besoins souverains, je dirais, qui ont besoin d'avoir un cloud souverain, tout en ayant besoin d'avoir du cloud pour des raisons d'économie normales et manifestes, eh bien, ils ont besoin d'un cloud souverain. Donc moi, je suis, sur le moyen et le long terme, très confiant sur OVH Cloud. Sur le court terme, je dirais qu'il y a cet épiphénomène qui est donc la variation donc, du prix de l'électricité qui s'est faite à la hausse pour OVH Cloud et qui n'a pas pu être répercuté auprès de la clientèle tout de suite. Mais à terme, je dirais que bien évidemment, comme je dis toujours, le boulanger, s'il veut vendre du pain, il faut qu'il le cuise. Donc il faut qu'il ait de l'électricité. Donc même si son fournisseur d'électricité lui a augmenté ses prix, bah, il va payer ses factures. C'est tout. Autre question? Vous savez, moi, je veux dire que il est 17h52, on commence le dîner à 19h, je veux dire que je peux encore consacrer quelques minutes à répondre à vos questions, si vous avez. Vous soufflez un peu comme le pacemaker qui se... Ouais, mais ne vous inquiétez pas, ça fonctionne. Puis le jour où le bon Dieu viendra me chercher, ça veut dire que je n'aurai plus rien à faire sur cette terre. Plus de questions? Eh bien, je vais vous remercier en tout cas de votre patience pour m'avoir écouté. Moi, je vais passer à la séance de signature, parce que donc à ce moment-là, merci à vous pour votre gentille attention.